Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Pour moi, c'est important de rétablir l'honneur des Africains. Pas de ma famille ou de mon grand-père, des Africains. Nous, on a des Africains brillants, lettrés. On ne les met jamais en avant dans les médias, jamais. Dès qu'il faut parler d'un Africain brillant, il faut le casser, le rabaisser à je ne sais pas quoi. Hotep, shalom, salam. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la noblesse sur les épaules d'Anzinga ou que l'insalubrité à Château-Rouge. Bienvenue dans les funérailles des tabous, votre émission désormais hebdomadaire qui, parfaitement conscient que l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé, comme nous l'enseigne Steve Biko, s'est donné pour mission de permettre à chaque afro de sortir de son état de domination en apprenant à se dominer lui-même, en dominant ses émotions, en dominant son esprit, et ce, pour mieux dominer son destin et ne plus le subir, dans la perspective de répondre à l'injonction imposée par Frantz Fanon, à savoir participer à la renaissance de la communauté afro, mais seulement par l'excellence, très loin de la victimisation et encore plus loin de la passivité autodestructrice. Alors, je ne vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous nous accordez en likant, en partageant, en commentant de manière constructive, ainsi que en nous apportant un soutien d'ordre financier. Il en va de notre indépendance et notre liberté. La route de notre renaissance est encore longue. Le carburant en termes d'énergie, en termes de matière grise, ainsi qu'en termes de finances, doivent être au rendez-vous. Cette émission vous appartient, nous appartient. Vous savez, c'est notre responsabilité. On doit tous la prendre ensemble. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je vais traiter en compagnie de mon frère d'armes que j'aime à présenter, même s'il n'est plus à présenter, notre Frédéric Douglas de la rhétorique, frère Mbeko. Merci Herman pour cette présentation. Merci à toi, sois le bienvenu. Ainsi que notre princesse de l'ancestralité, Florie. Oui, bonjour Herman, merci pour cette présentation également. Ravi d'être avec vous. Merci, sois également la bienvenue. Alors, cette thématique, avant de vous présenter notre noble invité, je vais planter le décor, comme il se doit. Quand on pense aux obsèques de la reine Élisabeth, on se souvient que des chefs d'État, des superstars, les télévisions du monde se sont bousculées pour saluer la grandeur, la noblesse de son règne. Lorsque Kate, Williams et Harry se sont mariés, ça a été le branle-bas de combat également. En clair, on s'aperçoit que la grandeur de l'Angleterre dépend de la grandeur de son aristocratie, incarnée notamment par la famille royale. Autrement dit, au gré de l'histoire, on a tendance à l'oublier, eh bien, les grandeurs des peuples, des pays, sont portées par leur noblesse, qu'on le veuille ou non. Alors en France, ça fait mauvaise presse, compte tenu de la Révolution française et du sang qui a coulé, notamment du sang de la famille royale. Il n'en demeure pas moins que c'est un fait. Au point où on se pose la question suivante. Au milieu de toutes ces noblesses, où se situe la noblesse africaine? Et voire même, existe-t-elle? Pour le dire autrement, la noblesse africaine est-elle un folklore bananiesque ou une réalité méconnue? Et pour y répondre, nous avons l'honneur de recevoir Jean-Barthélemy Bokassa. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Bonjour Herman. Comment allez-vous? Merci pour votre accueil. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous honorer de votre présence. Alors, on va commencer très simplement. Comment vous présenteriez-vous? Comme Jean-Barthélemy. De façon protocolaire, Prince Jean-Barthélemy Bokassa, petit-fils de l'empereur Jean-Boudal Bokassa, qui lui-même époux de ma grand-mère, sa première épouse, Nguyen Uetiba, vietnamienne, née à Saigon, et de ma mère, sa première fille, deuxième enfant, la princesse Martine Bokassa, née à Saigon. Très bien, merci. Là, c'est précis. Parce que la noblesse, c'est d'abord un héritage, un arbre généalogique sur lequel on insiste. Où avez-vous grandi? Où j'ai grandi, moi je suis né au palais de mon grand-père, en 1974. J'ai vécu 5 ans là-bas.
jusqu'en 79. Il y a eu le coup d'État de Valéry Giscard d'Estaing contre ma famille. Ensuite, j'ai vécu 2 ans chez Château-d'Ardecourt dans les Yvelines. Ensuite, j'ai vécu en Suisse, où j'ai fait une partie de ma scolarité. Parce qu'enfant, je n'allais pas à l'école, j'avais un précepteur qui venait, donc j'ai découvert l'école plus tard en Suisse. Et ensuite, j'ai vécu quelques années en Lorraine, et puis j'ai fait mon lycée en Corse. D'accord. Et mon baccalauréat à Paris-Dauphine. Donc c'est intéressant. Enfin, mes études universitaires à Paris-Dauphine. J'aime beaucoup votre réponse, étant donné que vous n'avez pas précisé un lieu comme un pays, mais directement, j'ai vécu dans un... J'ai grandi partout, moi, en fait. D'accord. Oui, je vous dis que j'ai grandi dans un... Je suis né, j'ai grandi dans un palais parce que je n'ai pas grandi dans l'Afrique commune, en fait. D'accord. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, de 0 à Vous 5 ne ans, côtoyez pas au quotidien? j'ai grandi dans un palais, je voyais mes parents. Oui. Et ma première langue, c'est le vietnamien. D'accord. On m'a pas appris le sango. D'accord. Donc, tout ce décalage fait que c'est très particulier. Ah, intéressant. Et vous vous sentez africain? Moi, je me sens citoyen du monde. D'accord. J'ai grandi dans le riz cantonais, dans le mafé. D'accord. Donc, citoyen du monde, mais pas particulièrement africain. Moi, si vous voulez, j'ai 2 cultures. Je suis né au Centrafrique, mais mes parents me parlaient uniquement en vietnamien. D'accord. Et quand je parlais en français, je vous voyais mes parents, je vous voyais le personnel, je vous voyais mon grand-père. En plus, quand je suis venu ensuite en France, j'avais 5 ans, tous nos châteaux de famille, le mobilier, c'était napoléonien. Donc, je n'avais pas de repère typiquement africain, comme l'entendent le commun des mortels. D'accord. C'est-à-dire, moi, j'ai voulu me rapprocher ensuite des Africains quand j'étais étudiant à Paris-Dauphine. Ah, c'était votre premier contact? Ouais. Parce que même quand on a vécu en Suisse, oui. je ne connaissais pas vraiment. Enfin, les seuls amis africains que j'avais, c'était les fouette-boignées, c'était les bongos. D'accord. Donc, ce n'était pas des Africains lambda. Moi, je voulais rencontrer des vrais Africains. Des Enfin, chic types. Famille Bongo, Feuboigny, des chic types. en tout cas, ceux avec qui j'étais à l'école, oui. Donc les enfants, plutôt. Oui, les enfants. Ok, les enfants. J'étais pas avec les parents, rassurez-vous, je ne gouvernais pas avec eux. Ouais. On ne parle pas de politique, Non, on mais parle c'est de ça ma qui est scolarité. Non, c'est pour ça que c'est intéressant de préciser, parce que quand on ne donne pas la précision par rapport au nom de famille que vous avez prononcé, ça renvoie tout de suite aux personnes qui dirigeaient ces pays, et pour le coup, on ne peut pas dire que c'est des personnes très fréquentables. Après, Non, si mais on la parle- question, c'était si je me sentais africain et où j'avais grandi. Donc, j'explique que quand j'étais en Suisse, j'ai grandi. Les Africains avec qui j'ai grandi, c'était les fouettes et les bongos. Je ne vais pas vous inventer que c'était. Non, autre non, chose. du tout. Après, ce Mais que faisaient leurs parents, moi, je ne sais pas. Non, mais Donc, ça, moi, je vous reprends sur la je vais vous précision. dire, la politique, il y a des chic types en France aussi. Ils ne font pas des choses très catholiques. Ah non, mais Ça, on pourra parler de la France On est aussi. d'accord. Mais la Je précision, sais pas elle si est c'était intéressante. ironique si vous disiez des chic types ou c'était au premier degré. Mais bon. Non, c'était totalement ironique, mais la précision, elle est intéressante. Vous ne parlez pas de ceux qui étaient en place en train de gouverner, vous parlez de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Mais je parle de ça avec qui j'étais à l'école. Je pense que j'étais très clair. C'est parfait. Je pouvais pas. Et vous, justement, compte tenu du climat politique, géopolitique auquel vous avez certainement pris conscience arrivé à un certain âge, en tant qu'étudiant notamment, quel a été votre sentiment en tant qu'à la fois, en tout cas visuellement africain, mais en même temps issu d'une famille noble qui a été plus ou moins coupée des réalités africaines? Est-ce que vous vous sentiez concerné par la réalité politique africaine ou alors pas vraiment? Bah oui, je vous dis, moi, quand j'étais étudiant, je voulais me rapprocher de la communauté africaine, parce que j'ai grandi dans une famille afro-vietnamienne, mais avec un ascendant de culture vietnamienne. D'accord. Donc, je voulais apprendre le sango, je voulais découvrir la gastronomie africaine davantage, parce que ma mère a toujours eu des restaurants vietnamiens. Donc, j'ai grandi plutôt même dans la gastronomie vietnamienne. Ok. Et donc, il y avait même un fossé. Là, j'ai essayé de me rapprocher d'eux, mais ils ne me comprenaient pas, et moi, je comprenais. Ah, c'est-à-dire? Pour eux, c'était bizarre d'être un Africain, de parler vietnamien, et, D'accord. de partir en week-end dans les châteaux de famille. Donc, Ah, ils vous ont observé une sorte de distance plus ou moins sociale? oui. Ok, pour vous, à leurs yeux, vous étiez quoi? Trop snob, trop blanc? Oui, il y avait un truc comme ça. Ok, d'accord. Et de votre côté? C'était comme ça que j'étais perçu. Après, moi, ça venait pas de moi. Moi, je voulais vraiment connaître. D'accord. Donc vous êtes en train de nous les expliquer Africains. que malgré votre bonne volonté, vous avez fait l'objet d'une sorte de rejet de la part de vos semblables. Oui, j'étais considéré un peu comme quelque chose de snob ou d'étrange. Donc, Et comment vous l'avez vécu?
Bah, sur le coup, j'étais chagriné, mais maintenant, cette différence culturelle, j'en ai fait une force. Ok. C'est parce Vous que avez- quand on a 18 ans, on a envie d'être dans le moule, on a Oui. envie d'être dans la masse. Donc, C'est ça. Et vous avez réussi finalement ils ont réussi à vous avez réussi à vous comprendre au final? C'est devenu vraiment des amis ou pas du tout? C'est resté bah, en un fait, épisode, quoi. Bah, après, moi, je n'ai pas trop insisté, j'ai essayé, j'ai eu ce mur, hein, et j'ai pas trop insisté. Et puis maintenant, j'ai des amis africains, mais c'est la même chose. Par exemple, une de mes très bonnes amies, c'est la première dame du Tchad. C'est des gens, D'accord. c'est des gens de la présidence, en fait. Je crois que peut-être que on est moins jugé. L'entre-soi social plus que... Non, quand vous allez vers d'autres personnes, elles vont avoir tendance à vous juger plus facilement, en fait. D'accord. Donc, du coup, Et à quand remonte la dernière fois que vous avez mis les pieds à Château-Rouge? Est-ce qu'il y a déjà mis les pieds à Château? bah, je ne sais pas. Pourquoi cette question? C'est une question qui a l'air d'être anodine. Pour autant, Château-Rouge étant censé être, on va dire, le carrefour de la culture populaire afro. Et tout afro qui vit de passage à Paris ou qui vit en Île-de-France, plus ou moins, passe à Château-Rouge. C'est ce qui est dit. Donc c'est pour ça que je posais la question au niveau de... Et en réaction à votre réponse de distance. Vous avez été mis à distance. Est-ce que vous, depuis... Vous Non, avez... mais attendez, moi, après, la culture africaine m'intéresse énormément. Ok. Par exemple, je suis écrivain, éditeur, j'ai publié Imana Yissi, qui est un grand styliste camerounais. Félicitations. Je suis très proche des Nubians, qui sont deux sœurs chanteuses camerounaises qui ont cartonné, qui ont bien représenté les couleurs du Cameroun. Donc, je ne me sens pas obligé d'aller à Château-Rouge pour être proche de la communauté africaine. Merci de le dire. Erika est une très bonne amie, princesse Erika. Donc, Et je n'ai aucun problème avec la culture africaine. donc Elle est ce en moi. rejet n'a pas suscité en vous une forme de divorce comme certains? Non. Non, très bien. Et comment ça a été pris au niveau de votre famille, le fait justement, cette volonté de vous rapprocher vraiment de votre culture et d'aller plus profondément dans ce que c'est réellement, etc. Est-ce que ça a été complètement, ils ont trouvé ça complètement logique et c'était naturel pour eux, ou ils n'ont pas vraiment compris votre démarche? Si, ils ont compris. Ma mère m'a dit oui, c'est une très bonne idée. Appuyé. Oui, elle a appuyé. Et puis, non, mais j'ai essayé. Et puis après, ça a réussi avec plus ou moins de succès. Mais ça a surtout réussi avec soit des amis issus de familles présidentielles, ou soit des amis artistes comme Imala ici, comme Erika, comme Hélène et Célia, des Nubians. Vous voyez, donc... Et pourtant, comme c'est votre cas, le titre de prince, à quelle valeur associez-vous la noblesse? C'est-à-dire? Bon, il y a des valeurs, la démocratie porte des valeurs de liberté d'expression, on va dire, de parfois répartition des pouvoirs. Les valeurs de la République, c'est l'intérêt commun. Les valeurs de la monarchie, en tout cas la noblesse, à vos yeux, sont lesquelles? Pour vous, en tout cas en tant que prince, vous êtes porté par un certain devoir, par certains... Bon, en tout cas, les valeurs qu'on m'a transmises, c'était une ouverture d'esprit, c'était une valeur de travail, parce que dans nos familles africaines, vous le savez mieux que moi, on est né dans l'effort. Je veux dire, la plupart des Africains en Afrique actuellement sont 10 fois plus diplômés que des Occidentaux. Donc, parce qu'on nous apprend très tôt l'effort, la notion de l'importance d'avoir des diplômes et de compter sur soi. Parce qu'on sait très bien que notre couleur de peau fait qu'on sera toujours jugé et qu'il faut travailler 2 fois plus qu'un blanc aux yeux bleus. Donc ça, c'est les valeurs qu'on m'a transmises. Et parmi ces issues valeurs... de cette famille qui est une famille nobiliaire. Et parmi ces valeurs ne figurait pas, par exemple, je ne sais pas, la hauteur, l'élégance, le raffinement? Ah si, bien sûr, si. C'est pas commun. Parce que c'est important de représenter les siens comme il se doit, parce que de toute façon, on juge tout le temps l'Africain. Donc nous, on n'a pas le droit de venir à un événement en baggy, en survêtement, vous voyez ce que je veux dire, un événement mondain, alors qu'un pote blanc va venir habillé mal habillé, on ne va rien lui dire. Mais si c'est un noir, on va dire « Ah, vous avez vu, oui. » C'est vrai ou pas? Donc vous vous sentez quand même porteur de
Par Bien sûr, mais moi par j'aime devoir ou par plaisir aujourd'hui? les deux, les Ok. deux, les deux. Moi j'aime l'élégance, hein. Naturellement, j'aime la notion de dandisme. J'ai eu la chance d'avoir mon premier costume sur mesure Saint-Laurent à l'âge de 3 ans, sacre de mon grand-père. Donc c'est important pour moi. En tant qu'artiste de fin, j'ai fait une expo dédiée aux créateurs, aux stylistes qui ont inventé la notion de haute couture, hein. Parce que je pense que le dandisme est quelque chose d'important. D'ailleurs, les Africains le représentent bien. Les Africains sont surnommés les sapeurs, parce que ce sont les derniers dandys, hein, Pour vous, un sapeur, c'est un dandy. Bien sûr, c'est un dandy, c'est une forme de dandisme, hein, un sapeur. D'accord. C'est quelqu'un qui a son style, qui est raffiné et qui ne copie pas le voisin. C'est sa signature. Ok. Donc pour vous, le fait de porter des vêtements qui de temps en temps sont assez flashy, assez voyants, ça renvoie à une idée de raffinement, ça renvoie à une idée de finesse. Pour moi, c'est pas ça, un sapeur. C'est pas quelqu'un qui met du flashy, du voyant. C'est quelqu'un qui met ce qui lui plaît et qui le met avec élégance et qui ose des couleurs que d'autres ne vont pas oser. On peut être dandy en étant habillé en noir, on connaît des gens qui s'habillent tous les jours en noir. Bien sûr. C'est Moi, l'intérêt. Quelqu'un qui ose mettre des couleurs et ça lui va bien, et que ça lui va très bien, et qui dénote, tant mieux. Moi, je vous Oui, dis ça tant parce qu'on a sapeur et sapeur. C'est-à-dire qu'on a des personnes, comme vous dites à juste titre, qui font attention au mariage des couleurs et qui vont dégager une certaine aura, un certain charisme. Et on a des clowns. Moi, je ne parle pas des clowns. Moi, je parle du vrai sapeur On a des personnes qui manie l'élégance. qui sont très loin des critères qui sont énoncés par votre personne et qui, lorsqu'on les voit, que ce soit à Châteaurouge ou ailleurs, on a plus le sentiment d'avoir un clown, une caricature. C'est peut-être pour ça, pour répondre à la question de notre ami, je ne vais pas beaucoup à Châteaurouge. Oui, bien sûr. Mais pour ça, je voulais savoir si pour vous, à partir du moment où on se revendique sapeur, on est dandy, ou est-ce que c'est un mariage approprié des couleurs et des tenues vestimentaires qui fait qu'on peut avoir ce côté dandy. Parce que moi, je peux vous présenter 10 sapeurs et croyez-moi, vous n'avez pas envie de dire qu'ils sont dandy. Oui, mais je pense qu'il y a sapeur et sapeur. Il y a le sapeur élégant et il y a le sapeur clown, hein. Voilà, c'est ça. Moi, je vous parle de celui qui fait vraiment une démarche d'élégance, hein. Je ne vous parle pas du clown, parce que vous avez, qui va mélanger tout et n'importe quoi. parce que pour vous avez, se faire remarquer. vous avez des sapeurs, et moi je parle de ma famille, hein. J'ai des sapeurs qui se baladent avec une veste Yves Saint Laurent, ils ont laissé le prix à l'extérieur pour montrer qu'ils l'ont acheté 3 000, 4 000 euros. Moi j'appelle ça des macaques, hein. Non, mais ça, c'est ridicule. Ouais, mais moi je Ça, parle c'est des membres de ma absurde. famille pour vous dire. Et ils ont le sentiment d'être profondément stylés. Et ils se baladent comme ça sur les Champs-Élysées alors qu'ils vivent dans Mais un déjà, HLM. le fait de laisser le prix à l'étiquette, je ne sais pas, il y a un problème là. Il faut aller voir un psy, je veux dire. Oui, Moi, on m'a appris une chose, c'est quand on achète un vêtement, on couvre l'étiquette. c'est ce que je vous dis, cher monsieur. Mais c'est pour ça que je vous interpellais sur ça, parce que, comme vous avez dit de manière un peu rapide, sapeur dandy, et j'ai pensé à des membres de ma famille, je me suis. Non, là, je parle des vrais sapeurs africains qui ont créé cette notion vraiment de sapeur et d'élégance, et pas des déviantes à côté. Ils sont nombreux, hein. Donc, Ils sont nombreux. C'est devenu une manière aussi d'exister aux yeux de certains, de porter des vêtements de marque pour donner l'impression qu'ils sont riches, alors qu'en général, ils ne le sont pas, surtout quand on voit d'où ils habitent. Parce que quand on a des vêtements qui ne correspondent pas au train de vie, on le voit tout de suite. On ne veut pas habiter dans un HLM, vivre dans un logement de 40 mètres carrés à 12 et s'habiller pour 10 000 euros sur soi. C'est pas mais crédible. là, c'est un problème. C'est un ils problème, ont un c'est- complexe. c'est- Là, c'est- c'est un- D'ailleurs, je me c'est suis une toujours, réalité. je me suis toujours posé la question, est-ce que, pour rebondir sur ton propos, hein, quand on porte des vêtements de marque, en tout cas visibles, est-ce qu'on le fait précisément pour se faire passer pour riche, comme tu l'évoques, ou pour se valoriser et ainsi fuir, entre guillemets, la connotation négative, le complexe d'infériorité rattaché, là on parle des afros, rattaché à la couleur de peau? Mais il y a plusieurs, plusieurs votre avis? motivations. Il y a plusieurs motivations. Déjà, il faut comprendre que lorsqu'une personne afro achète pour beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'argent dépensé dans des vêtements avec des logos, avec des griffes, c'est une manière de s'associer le prestige de la marque. Donc j'achète le prestige d'Yves Saint Laurent, C'est ça. de Louis Vuitton, de Dior, et à la rigueur, pourquoi pas acheter un vêtement luxueux, c'est pas interdit. Mais ce qui est révélateur d'un manque de raffinement, d'un manque de goût, c'est quand l'association de ces vêtements n'est pas pensée, n'est pas réfléchie. Et là, on voit tout de suite que la classe sociale de cette personne, elle est basse. Parce que tu vas porter des vêtements Dior, Louis Vuitton, avec des logos qui sont visibles, mais qui ne sont pas harmonieux, on sait que tu n'as pas les codes.
Et ce qui est assez ironique, c'est que les fondateurs ou les propriétaires de ces marques ne s'habillent pas de cette manière. Donc, tu es plus royaliste que le roi. Et tu en deviens un panneau publicitaire ambulant. Tu en deviens une sorte de victime de la mode au sens péjoratif du terme. Tu es vraiment une victime, tu ne sais pas comment ça marche. Et du coup, les vrais riches qui savent s'habiller et qui ont compris les codes vestimentaires et qui maîtrisent le raffinement, ils se moquent de toi. Ils te prennent pour un clown, tu n'es pas sérieux. Oui, alors ça, c'est très intéressant. Je demande votre témoignage à ce sujet en précisant un point. Est-ce que aujourd'hui, les vrais riches ont le monopole du goût esthétique? Non. Non. Donc finalement, ce n'est Une pas personne une a affaire le de monopole. code En attaché aux riches. Le goût esthétique n'appartient à personne. On est d'accord. Mais le goût esthétique appartient à celui qui fait un effort. Oui. Parce que le goût esthétique, c'est pas quelque chose qui est automatique. C'est comme la lecture. Ah oui, on est d'accord. C'est une construction. Tu dois maîtriser les outils liés à l'alphabet pour pouvoir lire un livre. Bah, c'est pareil. Pour avoir du goût, tu maîtrises l'assemblage des couleurs, Voilà. l'assemblage des formes, des logos. Mais c'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Non, ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas lié à la richesse non plus. Non, parce que tu as des gens qui sont pauvres, Voilà, mais on qui est ont fait d'accord. des efforts de recherche, On est d'accord. qui ont fait un effort de culture. Parce que quand en tu, vas, développant une curiosité. quand tu vas à Châtelet, tu t'assois 10 minutes, tu vois des afros qui manifestement ne roulent pas sur l'or, pourtant, ils ont un style incroyable. Quand tu vas à l'inverse dans le 16e arrondissement, pour beaucoup en tout cas, c'est assez terne. Ah oui, mais pour moi, être bien habillé et avoir du goût, il n'y a pas de corrélation entre l'argent et l'absence d'argent. On est d'accord. Il y a une corrélation uniquement avec l'effort, la curiosité, la connaissance. Parce que c'est une science. S'habiller est une science. Ouais. C'est comme conduire un véhicule, c'est comme un plateau technique par rapport à de la vidéo. Tout ça, c'est une science. C'est un savoir qu'il faut maîtriser. Et quand tu le maîtrises, que tu aies de l'argent ou pas, tu es en capacité après de le reproduire. Et ça, il faut l'expliquer aux nôtres. Pas besoin d'être riche pour avoir du bon goût. C'est une Ah affaire non, de ça n'a science. rien à voir. Ça n'a rien à... C'est pour ça qu'à Beaucoup ne chaque... le comprennent pas toujours. Oui, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, je leur dis vous êtes des macaques. C'est pour ça que je dis que c'est des macaques. Parce qu'à chaque fois, je leur dis quoi? Arrêtez d'aller dépenser 4 000 euros, 5 000 euros, 8 000 euros dans des vêtements qui, en plus... En fait, c'est pas le logo qui est le problème. C'est le fait de ne pas savoir assembler le logo qui est On est problématique. d'accord. Et dans votre famille, enfin, dans votre entourage, dans votre famille, le sens du goût, on vous l'a transmis, vous l'avez simplement observé, un mélange des deux. Comment vous l'êtes-vous approprié? Oui, je pense que c'est un mélange des deux. Je l'ai observé et puis il y a une transmission. Quand vous avez C'est inconscient même. Comment? C'est inconscient, c'est votre... Oui, voilà, c'est C'est inconscient. Puis imprégné quand vous de avez votre des quotidien. aînés qui sont toujours élégants, tirent à quatre épingles, ça inspire. Donc, Mais après, mais ça- comme vous disiez, c'est vrai, le bon goût, c'est quelque chose d'inné. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On est On d'accord. connaît très bien des nouveaux riches. Mais justement, je repose ma question. Ils alors. sont tous les jours chez Dior, Vuitton, etc. Et puis, quand on les voit habillés, on se dit, oh mon Dieu, Ah, autant voilà. d'argent pour sembler à ça. Mais merci. Est-ce que vous observez d'où vous êtes, au sens sociologique du terme, une forme de décadence qui pénétrerait les milieux dits privilégiés financièrement et qui se traduirait par l'invasion du lait, de la culture de la laideur, au nom d'une forme de liberté ou de négligence, au détriment du beau? Le problème, vous savez, c'est que il y a toujours eu un excès comme ça de show-off, de montrer vestimentairement ce qu'on possède. Mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. Quand vous voyez sur Instagram, il y a une surenchère de gens qui veulent montrer ce qu'ils possèdent. Ils sont là en fauteuil avec les Rolex, les machins. Mais c'est très vulgaire parce que c'est soit ça leur va pas, soit on sent que c'est exagéré. On voit beaucoup de femmes, d'hommes dans des vautrés avec des sacs de courses Dior, machin. C'est pour montrer, on ne sait pas quoi d'ailleurs. C'est pour se prouver quelque chose. Mais les vrais riches ne font pas ça. Ça c'est. Donc, Mais ce qui est intéressant pour aller dans votre sens, quand on a l'occasion d'entendre parler de ces femmes et ces hommes qui s'exhibent de cette manière aussi vulgaire, les propos qu'ils tiennent et leur manière de réfléchir, si tant est qu'on puisse parler d'une réflexion en ce qui les concerne, est le reflet de ce qu'ils véhiculent. En fait, il y a toujours une cohérence entre l'impensé ou l'absence de réflexion et les comportements vulgaires avec des marques de luxe. je suis d'accord. J'ai rarement vu quelqu'un qui a une réflexion brillante, avec une capacité d'analyse au-dessus de la moyenne, qui se comporte comme un macaque. J'ai jamais vu ça. Non, je suis d'accord également. En général, il y a vraiment une corrélation. Il ou elle ne sait pas conjuguer le verbe, donc il y a une maîtrise totale du médiocre
parce que c'est ça qui les caractérise, c'est qu'il y a une médiocrité vestimentaire et une médiocrité intellectuelle. On voit tout de suite quand ils prennent la parole en justifiant leurs achats et en justifiant leur train de vie que malheureusement le verbe est absent et l'élégance aussi. Je suis complètement d'accord. Et est-ce que, C'est justement, dans le sens. prolongement, dans ce que vous avez pu observer, notamment la venue des nouveaux riches au milieu des milieux bah, de riches plus de tradition, est-ce que vous observez une sorte en interne, une forme de sous-lutte des classes qui aurait cours entre le nouveau riche qui vient, qui étale sa richesse, qui piétine tous les codes du savoir-vivre, mais par son argent, il arrive à s'imposer, et de l'autre, ceux qui sont un peu plus attachés au raffinement, aux traditions. Est-ce que ça, vous l'observez en interne ou pas du tout? Bah, le nouveau riche, il n'arrive jamais vraiment à s'imposer, en fait. D'accord. Il va essayer de tout étaler comme on étale de la peinture. Mais il ne s'imposera jamais parce que, par exemple, ici à cette table, vous organisez un dîner. Vous connaissez quelqu'un qui est un nouveau riche, qui est très riche, un nouveau riche, mais qui est assez vulgaire dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'être. Vous n'allez pas l'inviter. Donc le nouveau riche n'arrive pas à s'imposer, à s'introduire C'est vrai? dans la vraie haute société. Parce que parfois, par exemple, Vous voyez ce que je veux je dire? vois très bien, et merci de cette précision. Ceci étant, parfois, notamment la Fashion Week, je ne sais pas ce qu'elle représente pour vous, il me semble, voilà, mais il me semble que parfois c'est une sorte de brassage entre les nouveaux riches un peu célèbres et une sorte d'aristocratie déjà bien installée. Mais ton exemple, il est intéressant parce que la Fashion Week, tu payes, c'est 14 000 euros, 15 000 euros, Exactement. les premières places, donc n'importe qui peut y aller. Mais dans le cercle privé, c'est pas une question d'argent, c'est une question de code. Donc si lui, il est multimilliardaire, mais il n'a pas les codes, tu l'invites pas chez toi. Parfois, tu peux en inviter parce qu'il représente une image, parce que c'est une star, parce qu'il s'appelle Mbappé, Chez toi? parce qu'il s'appelle Mohamed Non. Ali. Ben, Est-ce que les ouais, riches non. qui, Ben oui. d'habitude, de tradition, ils ont Parce besoin que de ça? Non. si je prends des exemples, Mais l'exemple n'est pas bon parce Ouais. que Mbappé est quelqu'un qui a réussi, hein, mais il ne fait pas partie de ces gens qui va étaler sa fortune. Vous voyez ce que je veux dire? bien sûr. Il ne rentre pas dans cette catégorie du nouveau riche assez vulgaire. C'est pas du tout la caricature du nouveau riche. Non. Bah, Donc ça si- veut dire si on- qu'un nouveau riche comme Mbappé, par exemple, à partir du moment où il respecte un certain comportement, des codes, eh ben, il peut très bien accéder aux riches qui sont là depuis Bah un oui, petit lui, moment. c'est un nouveau riche, mais différent de ceux qu'on a cités, qui vont faire ce que vous avez dit, sortir l'étiquette du vêtement. Ah oui, non, mais il arbore aucun Il signe est extérieur pas de du richesse. tout, il n'est pas du tout comme ça. Non, il n'est pas du tout dans cette caricature. Donc ils peuvent se retrouver avec vous, vous côtoyer, etc. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous dire, mais un nouveau riche ne s'impose pas. C'est-à-dire qu'il peut faire partie de votre entourage, il est invité, etc. Il n'y a pas de problème, parce qu'il respecte les codes, il a le comportement, l'élégance, etc. Mais il ne s'imposera jamais. Ça, vous l'avez dit. Oui, il ne sera jamais invité dans les Milieu, vrais, dans les Ah, milieux c'est fermés. ça. voilà, dans les Interdit vrais public. événements. Mais oui, c'est Vous ne le sûr. verrez jamais à une table d'une C'est famille comme la famille Bettencourt ou de la famille Arnaud. Jamais. Vous le verrez à des choses un peu plus... On le qu'est-ce- verra uniquement dans les endroits publics où on peut payer. voilà. Et qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on est en France, de ce sentiment anti-riche, anti-aristo qui existe et qui se poursuit depuis la Révolution française et qui, par exemple, s'est manifesté lors du mouvement des Gilets jaunes? Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous en avez été la cible? Non, j'en ai jamais été la cible. D'accord. Mais vous savez, la France aime être anti-tout. C'est ça qui est dramatique. Ils sont anti-noblesse, ils ont décapité la tête de leur roi, mais en même temps, ils ont ce regret. Ouais. Quand vous regardez la presse people, dès qu'ils peuvent mettre en avant une tête de la famille royale d'Angleterre ou princière de Monaco, ils le font parce qu'ils ont une nostalgie, parce qu'ils n'ont plus de roi ici, ils ont décapité toutes les têtes. Donc, il n'y a qu'en France qu'on a fait ça. On peut faire la gueule à quelqu'un ou à une caste sociale sans éviter de leur couper toute la tête, toutes les têtes. Et après, on va dire c'est nous les Africains les sauvages. C'est quand même un comble. Hein. Donc, Non, mais après, pour aller dans le sens de la question, moi, je pense pas que les Français soient anti-tout. Et je pense pas que les... si. Juste, je vous propose ma réflexion. Je pense pas que les Français soient anti-tout. Je pense pas que le Français est anti-riche par essence. Je pense que le Français ne supporte pas la mauvaise répartition des richesses. Ce qui n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer une chose très simple. Vous savez, il y a des entreprises où vous avez des salariés qui ont travaillé dur pour que l'entreprise soit valorisée. Et lorsqu'il y a la répartition des richesses, les dividendes sont prioritairement reversés aux actionnaires et
la répartition en faveur des salariés, elle n'est pas très élevée. C'est ça qui va déranger les salariés. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, nous, on va prendre 30% pour nous, riches, actionnaires, au niveau des dividendes, et vous, on va vous remettre 30 € en plus pour votre fiche de paye. Et les gens, ils vont voir qu'il y a des milliards qui partent en haut, et il y a juste 30 € en plus en fiche de paye. Mais avec l'inflation, ils ne vivent pas. C'est ça qu'ils vont trouver ça répugnant. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas qu'ils veulent pas qu'il y ait de riches. C'est qu'ils se disent, nous, on travaille dur. mais c'est à la France de changer ça. Mais oui, mais les riches, Ouais, ce que je veux dire. les riches en question, ils sont pris pour cible. Pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils bénéficient de répartitions déséquilibrées par rapport à ceux qui travaillent en bas. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui vous dit, moi je suis content de travailler pour Bernard Arnault, mais moi ma fiche de paye, il n'y a que 30 € en plus. Lui, parce que ce que je vous dis, les chiffres sont vérifiables. Hein. Il vient de toucher 2,9 milliards de bénéfices. Il va se partager ça avec sa femme et ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30% d'impôts. Donc il y a 900 millions d'euros qui vont en impôts. Il va partager avec sa femme et ses enfants 2 milliards d'euros. Moi je trouve que c'est indécent. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être Oui, riche. mais il faut voir ce qu'il fait aussi. Mais je dis Il pas crée des emplois. Je ne dis pas qu'il ne crée Il pas n'est d'emploi. pas comme vous et moi. Je ne dis pas qu'il ne crée pas C'est un d'emploi. mec qui ne dort jamais. Je ne dis pas qu'il ne crée Il pas faut voir d'emploi. tout ce qu'il crée. Donc Je ne après, dis- c'est je- proportionnel à ce qu'il Je crée. ne dis pas qu'il ne crée pas d'emploi. Je ne dis pas qu'il n'apporte pas de valeur aux gens. Je dis que se partager 2 milliards à 5, quand il y a des gens qui travaillent pour vous, qui n'ont pas eu d'augmentation depuis longtemps, je trouve ça indécent. Vous voyez la nuance? Elle est juste là. Elle est juste là, la nuance. 2 milliards à 5, je trouve que c'est démesuré. Après, ça n'engage que moi. Après, c'est la personne la plus riche du monde, en tout Après- cas. Donc, après, ce qui- Après, ça n'engage que moi. Sur le sentiment anti-riche du peuple français, on le rattache aussi souvent, parce que beaucoup l'ont noté, il différencie des pays anglo-saxons, c'est que la France est un pays de racines chrétiennes, où l'argent, en particulier des racines catholiques, où l'argent était diabolisé, contrairement aux pays protestants, où l'argent était l'expression de Dieu. Beaucoup d'artistes expliquent, qui ont vécu, par exemple des footballeurs qui ont vécu en Angleterre et en France, ils te disent, tiens, en Angleterre, je roule avec une belle voiture, on m'interrompt au feu rouge pour me demander comment faire pour avoir la même voiture. En France, on te regarde de travers, on dit forcément tu l'as volé ou tu es un escroc. Donc il y a quand même dans les profondeurs de l'inconscient français un sentiment d'anti-riche et qui après s'accentue en raison justement de cette injustice flagrante au niveau des répartitions des intérêts. Ceci étant, j'aimerais revenir sur un point, compte tenu de votre nom, si vous le voulez bien, et votre regard justement transgénérationnel, à mon sens, peut-être important. Vous avez, et ça fait écho au titre, vous avez assisté, mais avec du recul, j'imagine que vous avez vu le sacre de votre grand-père. Qu'en avez-vous, avec du recul, pensé et notamment, quel a été votre également regard sur les critiques qui l'ont entouré? moi, au sacre, j'étais un enfant de 3 ans, Oui, donc je c'est ne pour pouvais ça. pas avoir du recul. J'étais un enfant de 3 ans. Non, mais aujourd'hui, Donc, j'imagine que vous l'avez visionné. Oui, Voilà. oui, j'ai visionné. Vous avez visionné avec un documentaire à la France, Made in France. Ou des archives personnelles. Non, non, avec un documentaire de la famille. D'accord. Vous n'avez jamais vu de documentaire Made in France à ce sujet? Non, Ah, ok, d'accord. Alors, C'est des vidéos exclusives que Ouais. vous avez. oui. parce que dans le documentaire Made in France, dans ce cas, ça va être un scoop que je vais vous livrer, c'est présenté, et ça fait écho au titre de l'émission d'aujourd'hui, comme dirait Mbeko, de la macaquerie à puissance XXL. Oui, mais encore une fois, c'est Made in France. C'est pour ça Donc que- c'est un autre pays qui l'a fait. Vous verrez jamais un documentaire de la famille royale fait par des Anglais où ils vont insulter la famille royale. Vous savez, quand c'est des gens qui vous ont colonisé, qui sont venus chez vous en disant maintenant ton pays c'est le mien, tout ce que tu as il est à moi, ils n'auront pas le même regard sur vous. D'accord. Vous voyez, ils auront un regard plus irrespectueux, plus insultant. Vous voyez, si vous demandez de faire un documentaire Et vous le sentez, ça sur à l'époque sur les rois de France, on n'aurait pas des mots insultants. On aurait des mots respectueux. D'accord. Parce que nous, on a la culture africaine qui est qu'on a grandi dans le respect des aînés et du Respect sacré. des autres, bien sûr. Mais en France, vous voyez, moi je connais plein de gens, même leurs parents, ils les insultent, ils leur parlent mal. Et chez nous, je suis désolé, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bien Et sûr, moi, bien sûr, bien on sûr. vous donne 2 gifles. Bien sûr. Et Mais est-ce c'est que- intéressant parce que ça veut dire que Et donc, quand un blanc Ouais. fait un documentaire sur mon grand-père, qu'il n'a jamais rencontré de sa vie, et sur mon pays, dans lequel il n'a jamais mis un pied, et commence à tenir des propos insultants, qu'est-ce que c'est? c'est du racisme. Mais Parce que quand Napoléon fait ça, Napoléon, qui n'était pas de titre nobilier, qui s'est couronné empereur, Oui. quand Napoléon est blanc fait ça, les blancs applaudissent.
Alors, est-ce que je peux me permettre de préciser un élément ou pas? Juste- Quand un noir fait ça, Ouais. les blancs n'applaudissent pas. Ok, est-ce que je peux me permettre de rebondir là-dessus ou pas? Pour être totalement objectif. Oui, C'est mais que 2 minutes, je termine. Ok. Donc, vous voyez, vous prenez mon grand-père, Mhm. vous prenez Mandela, qui n'a rien à voir. Ils l'ont mis en prison 20 ans, cet homme. 20 ans. 27 ans. Exactement, plus précisément. N'importe qui en 25 ans, en prison, a envie de se suicider, il avait une force mentale. Et une fois qu'il a purgé ses 27 ans sans raison en plus, les Blancs l'ont glorifié. Luther King, un noir qui a voulu se lancer en politique, on le tue, etc. Je vais énumérer la liste des politiciens noirs qui ont été soit insultés, soit tués par les Blancs. Mais pour Donnez-moi l'exemple d'un noir qui a échappé à ça. Non, non, mais pour aller dans votre sens, ça veut dire que si je comprends bien, vous êtes contre la France-Afrique. Mais bien sûr. Non, mais c'est intéressant parce Alors, que Et moi, On je en- vois on aucun entend- intérêt pour moi de regarder un documentaire on entend très peu. fait par le sac, sur le sac de ma famille à moi, par un blanc. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Mais on C'est entend. ma famille. C'est comme si je vous disais, j'ai un documentaire sur vos parents. Ça ne va pas vous intéresser. Vous avez le vôtre. Par curiosité intellectuelle, peut-être. Juste pour savoir justement Quel intérêt? quel est le regard. Le on vôtre est porte- plus intéressant. En fait, Mais ce je qui est dis pas que c'est intéressant dans moins votre position, intéressant. ce qui est intéressant dans votre position, c'est que vous dites publiquement, et c'est bien de le dire, que vous êtes contre la France-Afrique et contre le colonialisme existant, parce que c'est toujours d'actualité, contrairement à ce que certains peuvent dire. Bien sûr, c'est d'actualité. Et je vous félicite parce que les Africains qui publiquement prennent position sur cette thématique sont très très rares. Parce que pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui sont à des postes clés, ils mangent à la mamelle de la France-Afrique. Et si vous vous permettez de le dire aujourd'hui, c'est que vous ne mangez pas à leur table. Je ne vous connais pas, mais pour se permettre de... Pourquoi je mangerai à leur table? Ils ont mangé à la table de ma famille. Ouais, Giscard est venu chasser 10 ans il est venu prendre des diamants. dans ma famille. De 68 à 79. C'est beaucoup, 10 ans. Pas mal. Il a eu des rues à son nom. Il a eu je ne sais pas quoi à son nom. Il a eu un domaine, mon grand-père lui a laissé un domaine, l'équivalent d'un arrondissement de Paris, pour qu'il aille chasser. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Bah, il a fait... Il a pris l'uranium gratuitement. Ça s'appelle la colonisation. Il a pris des diamants. Les fameux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ah, la femme de Bokassa est belle. Je vais l'engrosser. Ils ont été amants 2 ans. Donc, il mange chez un noir. Il chasse chez un noir. Il couche avec sa femme. Mon grand-père lui dit maintenant, l'uranium, ben, tu vas me le payer. J'ai un peuple à nourrir. Les diamants, tu vas me les payer. J'ai un peuple à nourrir. Ma femme, tu aurais été coucher avec. C'est ma femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup d'État. Il dit Bokassa est cannibale, Bokassa est un dictateur, Bokassa. Donc pendant 10 ans, tu vas chez un cannibale chasser? Tu vas coucher avec la femme d'un dictateur. Intéressant. Le système des RG français est le système le plus élaboré du monde. Absolument. Comme par hasard, mon grand-père dit ça, il y a un coup d'État et c'est devenu le pire homme de la Terre. Le pire africain, ils avaient Ouais. dit. C'est beau la France-Afrique. Ah bah écoutez, là on, C'est est, ça la France-Afrique. là on est au cœur du sujet. Là, on est C'est au ça cœur la du sujet. France-Afrique. On est au cœur du sujet. Voilà. Mais Et il y a malheureusement, toujours des incultes pour y croire. Pourquoi que le noir c'est le diable hein, et le blanc est parfait? Mais vous, dans votre réalité, parce que là, merci pour déjà cette prise de position, ce rappel historique et le fait de rétablir l'honneur de votre Non, grand-père. c'est un fait historique. En plus, je vais vous dire une chose que beaucoup de gens ne savent pas, parce que la France oublie qu'elle doit quand même beaucoup à l'Afrique. Hein. Mon grand-père a financé la campagne présidentielle de Giscard. il y a pas que ça. Combien d'Africains, de grands Africains, ont soutenu la politique française? On ne le dit jamais? Bongo, votre On ne le père- dit jamais? Il y a Bongo aussi. Oui, Bongo aussi. Donc c'est bien d'être un petit blanc et de faire un documentaire sur le sac de mon grand-père et de l'insulter. Et quel regard On parle quand même d'un noir, mon grand-père, qui a été le seul noir d'Afrique noire, hein, capitaine de l'armée française. À une époque, on disait « Bonjour Mamadou, comment ça va? Bonjour Bomboula ». Il fallait l'être, capitaine de l'armée française dans les années 60-70. En tout cas, merci, si vous le faites avec beaucoup de noblesse, de rétablir l'honneur, le nom de votre grand-père. Mais c'est avec au-delà de toute sa ça. force. Pour moi, c'est important de rétablir l'honneur des Africains. Pas de ma famille ou de mon grand-père, des Africains. Nous,
on a des Africains brillants, lettrés, on ne les met jamais en avant dans les médias, jamais. Dès qu'il faut parler d'un Africain brillant, il faut le casser, le rabaisser à je ne sais pas quoi. Donc on fait un sac, il faut casser ça, le rabaisser. Un blanc, Napoléon fait un sac, il faut applaudir. Le roi Charles a fait un sacre, là. Le monde a applaudi. C'est le même sacre, je suis désolé. Il a fait un sacre au pire moment. Avec le Brexit, les Anglais créent plus de faim qu'à une certaine époque, qu'il y a 10 ans. Oui, mais cher monsieur, il y a une réalité aussi, c'est que des Africains qui ont une parole libre comme vous, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça aussi. Moi, je vais vous dire, hein, on essaie régulièrement d'inviter des femmes et des hommes qui disent des choses de manière directe et de manière décomplexée, comme vous pouvez le faire, avec brio. La plupart ne répondent pas favorablement à l'appel, parce qu'ils ont beaucoup à perdre, en termes de privilèges, en termes d'emploi, en termes de tranquillité. Ils ne veulent pas être matraqués par les services secrets, par les redressements fiscaux, par les menaces qui vont avec. Donc, ce que vous dites est une réalité, mais ça a un coût, ça a un prix. Moi, je l'ai pris, je l'ai payé. Vous croyez quoi? Vous avez payé On a fait un coup d'état à mon grand-père, on a insulté mon nom de famille des pires mots. On a gelé une partie des biens, Mais tous les biens, des parties des comptes. on a dû refaire fortune, nous. Je sais. Ah, c'est intéressant. On a dû Là, ça, c'est redresser nos important, manches. c'est important. Excusez-nous, pardon, vous avez donc vous êtes Mais bien reparti sûr. de zéro. Ma mère, je vous explique, ma mère est née à Saigon en 53. Elle est un bébé de 6 mois. Son père quitte le Vietnam, quitte l'Indochine, il était soldat. Elle a 6 mois. Donc, à partir de 6 mois, elle ne connaît pas son père. À 17 ans, elle voit dans les journaux Jean-Bedel Bokassa a retrouvé sa fille Martine. Elle voit son nom de famille, son prénom, date de naissance, mais la tête, c'est pas elle sur la photo. Elle pleure, elle montre le journal à sa mère. Elle dit, mais est-ce que ça pourrait être mon père, cet homme? Ma grand-mère pleure, elle dit, mais c'est son père. Elle dit, mais on a envoyé quelqu'un d'autre à ma place au palais. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est les communistes qui l'ont fait, on ne peut rien faire. Mon grand-père avait payé 30 millions de francs français à l'État vietnamien pour retrouver sa fille Martine. On a envoyé quelqu'un au hasard. Ah, ouais, donc c'est ça en fait. C'est Ouais. que lui, il a fait les démarches, mais. Voilà. On l'a Donc empêché. ma mère ne se laisse pas faire. Elle va voir un ami à elle japonais, journaliste, qui l'emmène à l'ambassade. Il l'enferme pendant une semaine avec ma grand-mère. Ils appellent en téléphone satellite mon grand-père. Mon grand-père parle encore couramment vietnamien. Ma grand-mère lui explique qu'un jour il s'est cassé le petit doigt en moto, etc. etc. Elle a eu peur, il dit mais c'est ma vraie fille Martine. Ma mère arrive au palais. Elle ne parle pas un mot de centrafricain, pas de sango, pas de français. Elle parle que anglais, que vietnamien avec son père et anglais. Puis elle est toute seule. Hein. Elle se tourne les pouces. Elle est vietnamienne. Ma mère, elle est asiatique, c'est une bosseuse. Donc elle fait le mur, elle va à la banque, elle fait un prêt, elle ouvre un restaurant vietnamien. On est en 70. C'est comme si quelqu'un montait sur Mars. C'est la première fois que des Africains mangeaient des rouleaux de printemps, des nems, du riz cantonais, du feu, etc. Elle cartonne. Un an après, un restaurant français, elle cartonne. Après une station de gaz, une station d'essence, parce qu'elle ne voulait pas demander un rond à son père. Aux 50 ans de son père, elle lui fait un chèque de quelques millions. Le coup d'État arrive, on gèle tous ses biens. Donc elle a fait le continent vietnamien, asiatique, elle a eu le continent africain, où elle se fait toute seule. Un coup d'État, comme elle est la fille de l'empereur, on lui gèle ses biens. Elle se retrouve dans un continent européen, donc elle fait 3 continents, elle a 27 ans. Excusez-moi, mais ça veut dire qu'entre-temps, on gèle ses biens, c'est-à-dire on reconnaît que finalement c'est sa fille, puisqu'ils avaient envoyé quelqu'un d'autre. C'est qu'à un moment, il y a une reconnaissance. Oui, oui, parce que je vous ai dit, il y a eu le téléphone satellite à l'ambassade. Ouais. Mon grand-père l'a connu, il l'a fait venir. D'accord. Oui, Ça, j'avais pas. il l'a fait venir. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire. Et donc, elle a travaillé, elle a refait fortune en Europe. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire et dire aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que ni de près ni de loin, vous n'avez dormi dans des draps de soie Oui. qui proviennent de la France-Afrique, qui proviennent de. Ah, ni de loin ni de près, Ok, non. c'est très bien. Possible, parce qu'il y a eu confiscation. Il y a eu confiscation des biens immobiliers de votre grand-père Exactement. et il y a eu gel des comptes. Tous les Exactement. comptes qu'il y avait en Europe, ils ont été gelés par la France. Oui, non, mais c'est Ouais. bien de le dire, Ah, tout le mais monde c'est n'est pas au bien courant. Parce qu'on pourrait penser Tout le monde n'est pas au qu'il courant. est issu de ça. Bah oui. Oui, mais les gens font des raccourcis, je vous dis. Bah les oui, gens c'est font ça. des Oui. raccourcis. Comme C'est ça. moi, j'aime naturellement l'élégance. Hein. Donc, quand je vais me présenter quelque part, comme chacun d'entre vous, on ne va pas venir en pouilleux. Donc, tout de suite, les gens, ah ben ça va la vie. Voilà. T'as hérité On rattache du forcément. grand-père. Hein. Oui, mais pour le coup, moi je pense, sans vous faire la leçon, que vous avez manqué, selon moi,
de pédagogie et d'explication par rapport à votre récit. Moi, c'est la première fois que j'entends. Moi, j'ai entendu votre histoire par la bouche de différentes personnes qui m'ont raconté ce que vous me dites là. Mais c'est des milieux, c'est des endroits. C'est la première fois que publiquement j'entends de votre bouche ou quelqu'un de votre famille aujourd'hui expliquer ça. Donc il y a eu aussi un manque de pédagogie qui a permis. Je sais pas. Qui- Vous savez, j'en ai fait 2 livres hein, quand même. Non, mais le livre, ça reste un élément d'initié. La lecture, ça reste quand même. Et je pense qu'Herman ne va pas me contredire là-dessus. Malheureusement, c'est un cercle extrêmement restreint. Quand je parle de transmettre à un maximum de personnes, je pense notamment à un documentaire qui aurait été une réponse aussi à ce qui a été fait d'infamant par rapport à votre famille. Et je pense notamment à des supports vidéo aujourd'hui comme celui-ci, où j'ai très peu vu de personnes de votre clan prendre la parole et rétablir la vérité par rapport à ce que le système français a fait au vôtre. J'en ai vu très peu. Moi, je suis le seul à le faire. Hein. Les autres. Voilà. Donc la confusion, elle est normale. C'est normal que les gens ils font un raccourci en se disant bah, c'est le petit-fils de Bokassa, il mène la grande vie parce qu'il a dû récupérer 2 ou 3 manoirs de Non, moi, je l'héritage. mène la grande vie parce que je travaille dur, tout C'est simplement. tout simplement, Rien c'est que- important de Tout le dire. simplement. Rien que là-dessus, On n'a rien sans rien dans la vie. on hein. doit saluer votre courage et d'une certaine façon, votre engagement. Merci de nous offrir cette exclusivité d'une certaine façon, parce que c'est un scoop, j'allais dire, c'est inédit. Donc vous honorez plus que quiconque l'émission, quoi, les funérailles des tabous, vous mettez les pieds dans le plat, vous êtes parfaitement à votre place en définitive. Je ne Ici. sais pas si je mets dans les pieds dans le plat, mais je pense qu'en 2024, je pense qu'il est important de dire les choses. Hein. Ouais. Donc moi, je vous explique comment ça s'est passé dans mon pays, sous mon grand-père, tel quel. Parce que je pense qu'il est temps, en fait. Donc, D'accord. Et aujourd'hui, maintenant, on revient au présent, à la réalité. Est-ce que votre noblesse que vous incarnez par votre éducation, par votre ascendance, est-ce qu'elle s'impose aussi auprès des autres populations, on va dire des Blancs, dans votre milieu, ou alors est-ce qu'à l'inverse, on essaye en permanence, souvent, de vous ramener à une forme de sauvagerie rattachée à l'image qu'on non, véhicule? non, je suis bien reçu Ok. dans toutes les grandes familles aristocrates européennes. Donc vous êtes reconnu Oui. comme étant, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Exactement. ces fameuses personnes riches, mais Non, mais attention, les famille, aristocrates, lignée. par contre, les aristocrates européens m'ont jamais snobé. Hein. D'accord. M'ont toujours convié. Ah, vous pouvez le dire plus fort, s'il vous plaît? Ah oui, les familles aristocrates européennes, françaises, m'ont jamais snobé. D'accord. M'ont jamais, Parce que vous répondez au même code qu'eux, ou juste par rapport à votre nom? Ben, à la fois, je réponds au même code qu'eux, Oui. à la fois, ils connaissent l'histoire. Donc, Mais est-ce que vous aurez reçu sans votre histoire, juste avec votre raffinement? c'est C'est-à-dire, une est-ce qu'ils bonne vont question. est-ce qu'ils vont recevoir Herman qui est raffiné? C'est une très bonne question. Parce que moi j'aime bien le raffinement, C'est mais une très on bonne reste, question. on reste des nègres, hein. Parlons peu, parlons bien. Donc même si on est raffiné, si on n'a pas une histoire derrière avec un patronyme important et un patrimoine culturel ou un patrimoine financier important, je pense pas qu'ils nous permettent de s'asseoir à leur table, hein. Raffiné ou pas raffiné. Mais peut-être qu'ils vont Oui, inviter je pense que Herman. vous n'avez pas tort. Peut-être qu'ils vont inviter Herman, hein, parce que comme il est raffiné, Oh, parce qu'ils vont putain. dire que En il peut toute venir. sincérité, je pense que vous n'avez peut-être pas tort. Moi je pense que votre patronyme vous aide beaucoup. Bien sûr, mon patronyme m'aide, hein, oui. Oui, il y a des gens qui me disent comme ça, des petites gens comme ça que je ne connais pas dans la rue. Hein. Ah, c'est pas trop dur, ça s'appelait Bokassa. Non, c'est moins dur que toi, Coco. Moi, je suis invité partout. Non, mais c'est une réalité. Donc c'est votre nom plus que votre raffinement et des valeurs que vous... C'est un tout, je pense. Hein. Je pense que si vous êtes bien élevé, si vous passez bien, vous avez naturellement de l'élégance, et en plus, vous avez un nom. Bah oui, C'est la cerise sur le gâteau. Le tout, ça aide, hein, ça c'est sûr, je ne vais pas dire l'inverse. Et je voulais vous demander, alors peut-être que ma question va vous paraître un peu bête, mais bon, je la pose quand même. Par rapport à votre lien aujourd'hui avec le continent, avec votre pays, avec le peuple Centrafricain. les Centrafricains, etc. Est-ce que vous entretenez ce lien ou est-ce que finalement ça reste, comme vous l'avez expliqué au début, avec une certaine élite, on va dire ça comme ça, et donc il n'y a pas vraiment de lien en fait, c'est juste quand vous êtes dans vos activités, par exemple vous avez parlé de vernissage, de choses comme ça, parce que vous êtes artiste, vous êtes écrivain, c'est par rapport à vos activités, mais en dehors de ça, est-ce que vous avez une vie aussi là-bas? Est-ce que vous avez renoué avec cette culture? Parce que vous l'avez dit au début que c'était important Si pour j'ai une vous. vie au Centrafrique, hein, ça Ouais. veut dire Ouais. Non, je ne suis pas du Centrafrique. Il faut savoir qu'actuellement, la Centrafrique, depuis quelques années,
est complètement sous la dominance de la Russie. Wagner. Voilà. Donc, c'est terrible ce qu'ils font là-bas. C'est-à-dire Juste. Ils pillent. Ok. Ils pillent, ils tuent, ils violent. Ok. C'est terrifiant. Donc, Et justement, alors, je vais moi, vous j'ai poser- un oncle, Jean-Serge Bokassa, qui était en politique sous le premier mandat du président Touadéra. Et là, je crois que c'est dans le deuxième mandat, et plus maintenant, qui quand même nous dit que c'est dramatique la situation. Qui lui-même a dû se cacher. La population vit dans la peur. Et il y a toujours parfois cette opposition artificielle entre chrétiens et musulmans qui est instrumentalisée. En plus, oui, voilà. Qui est instrumentalisée. Oui, exactement. Et est-ce que, alors, question hyper naïve, hein, mais je la pose quand même, c'est pas grave. Est-ce que justement, vous, alors à un moment donné, vous avez dû partir, etc., pour toute l'histoire que vous avez racontée. Mais maintenant, comme vous parlez, il y a une dominance de la Russie. Mais vous, votre famille, avec tout ce qui a été fait, il n'y a pas eu de possibilité ou il n'y a pas des choses qui se font pour que vous puissiez venir en aide à la population et puis peut-être reprendre là où ça s'était arrêté? Non, mais nous, on est déjà venus en aide à la population, sous mon grand-père. Oui. Vous savez que sous mon grand-père, il y avait de l'emploi, il y avait de la sécurité, les Centrafricains mangeaient à leur faim, Oui. les fonctionnaires étaient payés, tous les professeurs. Maintenant, les professeurs ne sont plus payés depuis des années, donc les écoles sont vides, il n'y a plus d'emploi, les Centrafricains meurent de faim. Donc, Et localement, ce qu'on a gagné, c'est un coup d'État et un flot d'insultes. Oui. Donc, je veux vous dire, ça vous a un peu calmé. Mais les insultes, elles venaient du peuple Non, elles venaient Oui. du pays qui nous a fait le coup d'État, c'est C'est la ça. France. Donc, mais là, les Centrafricains et Centrafricaines qui sont là, si vous venez et que il y a eu votre grand-père, certes, mais maintenant, il y a une descendance. Après, vous êtes là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, effectivement, de prendre la suite de ce que votre grand-père avait déjà mis en place? Vous savez, moi, je suis un artiste, moi, je déteste la politique. D'accord. Vous savez, la politique, vous pouvez faire 100 choses de bien pour un peuple. La seule chose que vous allez rater, on va vous le reprocher toute votre existence. Ouais. Par contre, les choses que vous avez faites bien, on vous dira rarement « Ah, ça a été très bien, merci Ouais, c'est par rapport à l'ingratitude que... ». Oui, moi, je déteste l'ingratitude. Mais Je aujourd'hui, ne quel est supporte votre pas. quel est votre rapport avec l'État français? Vous êtes dans une relation d'apaisement, de ressentiment? Parce qu'à vous entendre, il y a quand même un peu de colère qui émane de vous. Ah non, non, moi, je vous relate les faits, donc il Oui, n'y a pas moi de je veux voir colère. votre sentiment à vous, moi je veux votre Donc perception. moi, je n'ai aucune colère. Moi, j'ai grandi surtout en France. Donc, D'accord. moi, j'ai un bon rapport avec l'État français. D'ailleurs, quand mon grand-père est décédé, à l'époque, le président, c'était Chirac. Hein, Bien sûr. et il a contacté ma famille pour offrir des billets d'avion au monde de la famille qui voulait aux obsèques. Donc, c'était un geste fort quand même. C'était un geste touchant. Mais Est-ce que vous êtes, parce qu'on sait que vous êtes issu d'une grande famille, une très grande famille, est-ce que vous êtes en lien avec tous les petits-enfants? Moi, je suis surtout en lien avec les frères et sœurs de ma mère, donc les enfants de mon grand-père, qui eux-mêmes ont des enfants, qui sont du coup mes cousins, c'est des petits-enfants, mais moi je suis le premier, je suis l'aîné, donc les petits-enfants, je ne les connais pas beaucoup. Je connais surtout les parents, D'accord, D'accord. parce que je suis la génération des parents. d'accord. Donc vous étiez un peu le seul pendant longtemps, en fait, c'est ça? Voilà, exactement, Ok, c'est ce qui fait exactement que ça. vous n'avez pas eu Voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une forme de scission? Est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas de scission, mais ils sont beaucoup plus jeunes que moi, donc, Oui, c'est ça. alors que leurs parents sont de ma génération. D'accord. Donc vous êtes en lien avec, Donc je suis plutôt en lien avec les parents. avec moi. les parents? Ouais, D'accord, tout à parce que vous savez qu'autour de votre nom, justement, voilà, il y a mille et une légendes, beaucoup d'enfants, ici ou là. Comme tous les noms célèbres, il y a toujours des fantasmes et des légendes. hein, donc, D'accord. On prête Faut même, dire que- vous me dites, je parle sous votre contrôle, à votre grand-père 56 enfants. 36. 36, ok. 36. On a 20 trop. Déjà 36, c'est pas mal. hein. Ouais, c'est déjà pas mal. D'accord. Et il vous arrive de vous réunir, vous avez comme, par exemple, lors de Noël, il y a des moments où... À l'époque, oui, maintenant qu'ils sont tous parents, c'est compliqué. On se D'accord. réunit, mais on n'aura jamais les 36 en même temps. À D'accord. l'époque, oui, à l'époque, ils étaient tous ça au château. D'accord. Et avec Et cette vous force avez- du nombre, vous n'avez jamais eu, comme disait Florie, avec cette force du nombre, au milieu d'entre vous, personne ne porte la flamme d'un retour en Centrafrique pour prolonger. Il y a mon oncle Jean-Serge qui fait de la politique. Oui. hein. C'est le seul. Qui a à faire de la politique. Oui. Oui. Ok.
Et vous regardez ça avec, vous l'encouragez, vous regardez ça avec dépit, vous dites c'est des coups d'épée dans l'eau, c'est un suicide. Non, j'encourage. Hein. Ok. Ils se sont habités par. C'est bien, il faut. Donc, D'accord. sauf que c'est pas. Les gens pensent que faire la politique en Afrique noire, c'est pareil que faire la politique en Europe. C'est faux. Les gens pensent que c'est pareil, non, parce que c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas. Nous, on a affaire à des ethnies chez nous. Il n'y a pas d'histoire d'ethnie ici. Hein. Donc. Et est-ce que vous pensez, comme certains, que le salut de l'Afrique doit se distancier des démocraties, qui sont souvent porteuses de corruption, au profit d'aristocraties, qui, elles, peuvent s'inscrire sur une vision de long terme, prendre le destin en main d'un territoire, considérer le peuple comme son enfant, faire son bien. Voilà. Mais regardez dans l'ensemble de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, les pays qui fonctionnent le mieux, ce sont lesquels d'après vous? Les pays d'aristocratie. Le Maroc est une royauté, Dubaï est une royauté, Botswana. tous les pays d'Émirats, ils sont tous hyper développés. Après, qu'est-ce que vous entendez par développement? Par un vrai développement économique. Hein. D'accord. Le développement économique ramène de l'argent, ramène du tourisme, ramène plein de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que moi, je fais la distinction entre une visibilité qui est liée à une carte postale touristique et des inégalités qui sont très fortes au sein même du pays. Parce que Maroc, c'est une belle carte postale. Quand vous allez à Marrakech, quand vous allez à Agadir, quand vous allez dans des lieux... non, pas Agadir. Casablanca, vous allez dans des lieux qui sont beaux, qui sont prestigieux. Mais quand on va dans l'arrière-pays et qu'on prend le temps de sortir des hôtels, c'est extrêmement compliqué. Il y a une misère qui est violente. Et les écarts de richesse sont incroyables. Pour pas dire abominables. Il y a une prostitution des enfants, notamment au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de prédateurs sexuels qui viennent d'Europe, de Belgique, de France, et qui vont coucher avec des gamins de 8 ans, 9 ans, 10 ans. On a même des politiques français qui faisaient ça, comprendre qui pourra. J'ai déjà assez de problèmes comme ça aujourd'hui avec la justice. Donc je ne vais pas donner les noms, mais faites vos recherches. Parce qu'il y a une misère incroyable, malgré le roi. Donc il faut faire attention. La royauté, c'est bien, mais quand on regarde les coulisses, et moi j'aime bien regarder les coulisses. Non, mais ce que vous dites est vrai. C'est une horreur. Maintenant, je vais vous donner l'exemple de mon pays. Hein. Vous n'avez que cette misère-là. C'est-à-dire au Maroc, il y a une partie qui a de l'argent, qui est développée, et il y a cette partie dont vous dites qu'il y a de la misère. Dans le mien, il n'y a que la misère. Bien sûr. Moi, je préfère un système où il y a un peu des deux quand même. Bien sûr. Parce que le monde parfait n'existe pas de toute façon. Moi, je veux juste que mon pays sorte de ça. Bien sûr. Il était sorti de ça sous mon grand-père. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est pour ça que, parce que c'est une catastrophe, ils ont cassé l'Empire pour imposer un simulacre de démocratie qui n'était pas adapté à la culture centrafricaine. Et aux mœurs, bien sûr. Voilà. Mais de toute Non, manière, maintenant, si on remet l'aristocratie au Centrafrique, peut-être que ce sera un peu mieux, je ne sais pas. Je rajoute un point. C'est juste, Je me permets de rajouter un point. C'est le partage de Berlin. Je me permets de rajouter juste un point. Juste pour rebondir sur ça. Non, mais là, de sa réponse, la tienne d'ailleurs, un point qui a été, me semble-t-il, négligé, c'est que l'aristocratie, ce n'est pas juste une affaire de richesse ou de développement matériel, c'est aussi une affaire de fierté. Quand un peuple s'identifie à un roi, ils se sont forts. Il y a un complexe de supériorité. Non, mais je précise. Je peux quand même m'exprimer un peu. Voilà. Donc, cet aspect-là est non négligeable. Donc moi, c'est pour ça que j'en appelle en permanence à la noblesse, à l'aristocratie, parce que même le miséreux du miséreux, si dans sa tête, il peut s'identifier à un roi, quelque part, il peut se sentir capable de soulever des montagnes. Alors que le miséreux du miséreux qui ne s'identifie à rien, il va se dire il est fait pour être miséreux. Ah non, mais moi, je ne dis pas que l'identification à un roi, un empereur, n'est pas salvatrice. Moi, j'y crois, c'est pas un souci. Je dis que, en réalité, on paye aussi le découpage arbitraire de la conférence de Berlin en 1985 qui a permis aux Européens de se partager le gâteau africain sans prendre en considération les ethnies et les différents clans qui existaient. Et après, on a dit, pour sauver les meubles, il y a des démocraties qui vont apparaître. Mais le problème initial, c'est que les royaumes africains ont été découpés. Et c'est ce découpage arbitraire au profit des Européens qui a créé les tensions entre les différentes ethnies, entre les différents clans qui préexistaient avant l'arrivée coloniale. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Après, tu peux mettre la démocratie que tu veux, mais si les ethnies ne se connaissent pas et n'ont pas réglé les litiges qu'il y a entre elles, ça ne changera strictement rien. Non, ça c'est sûr, mais le modèle idéal, enfin, si tant est qu'il existe, mais du moins, celui qui serait le plus porteur, est-ce que c'est le modèle démocratique, modèle aristocratique,
Non, c'est un modèle où les inégalités sont vraiment combattues. Les gens te diront ça. Les inégalités combattues, c'est-à-dire sans inégalité? Non, j'ai dit Non, tout Non, je combattu. demande. Combattre les inégalités, c'est faire en sorte qu'il y ait un maximum d'accès aux soins, un maximum d'accès à l'école, un maximum d'accès au logement décent pour éviter que des individus parents Ouais. donnent leurs enfants à la prostitution. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une telle misère matérielle et spirituelle qu'il y a de certains endroits où je me balade, je vois des choses, j'en pleure. Est-ce que tu as un exemple en tête? Non, je ne vais pas donner d'exemple. Ça Non, sert à pas, rien non, donner pas des de. exemples. Non, je termine. Un exemple de modèle qui fonctionne et qui répond justement à ton. Dans à les ton pays idéal. scandinaves. Ok. Donc ton modèle, c'est les pays scandinaves. En fait, Ce sont des monarchies. non, mais moi, je ne suis pas monarchie-démocratie, ce n'est pas mon problème, ça. Bah, c'est un problème majeur quand même. Non, moi, mon problème, il n'est pas là. Mon problème, il est sur la répartition des richesses. En fait, il faut faire en sorte que les individus, ils aient le minimum pour pas que leur dignité soit entachée. Quand un individu envoie son enfant se prostituer, c'est qu'il y a un problème dans le pays. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, mais C'est c'est ça on mon est- problème. ouais, mais C'est là- pas la monarchie, la pas- démocratie, c'est pas mon problème. Si je Ça. puis me permettre, là, on n'est plus dans la répartition des richesses. Mais bien sûr que si. Attends, parce que tu peux, je prends un exemple. Si il y a 10 baguettes, et chaque individu a besoin pour se nourrir d'une baguette, d'accord? Nous sommes 10. Moi, admettons, j'en prends 90. Et si j'en laisse à chacun de vous 2, il y a une inégalité incroyable, pour autant chacun de vous mange. Donc le fait que vous ayez 2 baguettes chacun, on peut considérer que c'est suffisant. Donc la lutte contre les inégalités, en soi, c'est une lutte marxiste, mais souvent qui cache une jalousie à l'égard des riches. Là où Non, je te, mais là où non, je te là, re- tu là vas où je te sur un autre rejoins, terrain. là où je te rejoins, Tu vas c'est sur- qu'effectivement, il faut lutter contre la misère. C'est-à-dire Mais contre. c'est ce que je te dis. Non, je je te parlais dis- d'inégalité tout Mais à l'heure. oui, mais regarde, tu donnes un exemple beaucoup plus concret que le tien. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau tous les jours. Mais ça, on est d'accord. C'est ce que je te dis, c'est des inégalités. Donc si tu ne mets Non, pas- c'est pas l'inégalité. Là, là, tu parles besoin primaire. Ça n'a rien à voir avec les inégalités. L'inégalité, c'est quand il y a un écart. Tu compares les deux. Mais c'est ce que je te dis. Il y a dans des endroits où Ouais. tu as des personnalités qui ont des palais, Ouais. des rivières de diamants, Ouais. à 3 km, Ouais. tu as des gens qui meurent de soif ou de faim. Ça, je C'est suis des d'accord. inégalités qui, pour moi, sont inacceptables. D'accord. Que ce soit un royaume Oui. ou une démocratie, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Il ne faut pas que les gens, on leur enlève leur dignité. Ça, Quand on d'accord. leur enlève leur dignité, ils font des choses indécentes. C'est ça mon propos. Ok. Et les gens ont compris ce que je veux dire. Toi, tu me parles de choses qui, pour le coup, sont accessoires. Le plus important, c'est il y a 1 milliard, comment on les partage entre les gens? Comment on les partage entre les gens? C'est-à-dire qu'il y a des sommes astronomiques dans ces pays-là. Ouais. Pourquoi il y a une minorité qui prend des milliards quand les autres n'ont pas mangé? Non, mais quand les autres n'ont pas mangé, On là, parle pas d'aristocratie, de raffinement, on parle pas de ça, frère. là, on est tous d'accord. Ah bah non, on n'est pas tous d'accord. La Bah preuve. si, je peux terminer mon propos. On est tous d'accord. Tu as parlé de deux choses. Ouais. Tu as parlé des inégalités, donc Oui. ça suppose une comparaison. Oui. Et tu parlais des besoins primaires. Les besoins primaires, c'est pas la comparaison, c'est les besoins, c'est un rapport à soi, c'est un absolu. Les besoins primaires, c'est se nourrir et avoir un toit et accès à l'électricité, éventuellement à l'éducation. Donc ça ne dépend pas de la répartition de. Bah si, ça dépend de la répartition. Mais bien sûr que si. Je vais donner des exemples Juste peux concrets. terminer. Non, mais je vais donner des exemples Est-ce que je concrets. peux terminer? Vas-y. Bon. Donne-moi des exemples concrets. Je te prends l'exemple en France. Ok. En France, quasiment tout le monde a accès à l'eau potable. On est d'accord ou pas? Ouais. Bon. Pourtant, je crois que les 5-6 milliardaires possèdent 60% de la richesse. Donc on a vu une explosion des inégalités. Ouais. Pour autant, les besoins primaires sont honorés. Donc ça ne pose. Il y a Les de besoins plus en primaires. plus on a de plus en plus de gens. Non, mais en qui sont France. Oui, en France, tu as 10 millions de travailleurs pauvres. Donc selon toi, donc la France n'est pas un pays où il fait bon vivre. Non. Pour le plus grand Je nombre. dis qu'en France, Ouais. les dégradations D'accord. qu'on observe depuis 15-20 ans, on a de plus en plus de pauvres, on a des travailleurs pauvres. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture. Ok. On a des gens qui travaillent et qui vont quand même au resto du cœur. D'accord. Parce que l'inflation a fait que le coût de la vie a augmenté, les prix des pâtes, l'essence, mais les salaires n'ont pas suivi. Alors que les dividendes ont explosé Ouais. du côté des gens qui possèdent. Donc il y a un problème de répartition des richesses. Donc les gens travaillent, ils sont quand même pauvres. D'accord. Alors qu'avant ils travaillaient, ils pouvaient s'acheter de la viande, ils pouvaient s'acheter du poisson, et ils ne choisissaient pas entre la viande et le poisson. Donc il y a un problème de répartition des richesses. Et quand les actionnaires Ouais. prennent beaucoup plus Ouais. que les gens qui ont travaillé, moi ça me dérange. D'accord. C'est tout. C'est très français ce que je dis. C'est plus français que ça ne pourrait jamais l'être. Moi, la seule chose que j'ai Donc évoquée. moi je te dis, un mec comme Bernard Arnault, ça me dérange pas qu'il soit riche. Ça me dérange qu'il prenne 2 milliards pour lui. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'ils prennent 2 milliards Oui, toi, c'est ton- si, ton point de vue. si tout le monde accède à la nourriture, peut se vêtir et peut aller à l'école. Les gens, ils Personne- font les per- courses. Attends, Ils font les courses, ils ont tu vois, du mal à je joindre te- les je te- fins de je te mois. laisse parler. Vas-y. Mais non, mais donc là, tu monopoles la parole. je t'en prie, Donc vas-y, je je peux t'en parler, je t'ai laissé raisonner, je peux raisonner. Bon, toi tu évoques, tu dis des travailleurs pauvres.
les travailleurs pauvres, ça reste quand même en France une minorité. Il y a des millions de travailleurs pauvres. Tu vas dire c'est une minorité, il y a des millions de travailleurs pauvres. Alors, ce qu'on va faire, parce que là, ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être compliqué. Il faut vraiment qu'il finisse son propos jusqu'au bout et il faut rien dire. Je ne peux pas me terminer mon propos, je ne comprends pas. Parce que sinon, là, on va rester sur vous à faire ping-pong et on peut faire ça. Les travailleurs pauvres, c'est déplorable, mais ça représente une minorité en France. Oui, mais c'est 10 millions. Sur 70 millions. Donc ça reste moins de 15%. Donc il y a 85% des gens qui vivent correctement. Donc si on voit le verre à moitié vide, oui, effectivement, on peut tout brûler. Maintenant, si on voit le verre à moitié plein, on peut considérer qu'il y a quand même un bénéfice. Donc là-dessus, je vais revenir sur votre propos pour conclure. Est-ce que vous, quels sont vos projets? Est-ce qu'ils s'inscrivent justement dans la continuité de cette noblesse Made in Afrique? Vous avez dit que vous êtes éditeur, vous êtes proche de certains artistes. Quel est votre regard concernant votre action dans l'avenir? Moi, mes projets ne concernent pas la noblesse, ils concernent mon épanouissement personnel. Donc, ce sont des projets plutôt artistiques. Okay. Je prépare une exposition de mes peintures à Monaco. Vous-même, vous êtes peintre? Oui, je suis artiste peintre. Très bien. J'ai fait 3 expos. Une à Paris, une à Shanghai, une à Monaco. Quel style un peu de peinture? Abstractionniste, c'est un mélange de figuratif et d'abstrait. Ok, intéressant. Et elle aura lieu quand, cette exposition? Au printemps, on est en train de fixer la date avec une amie, Laurence Jenkel. Je vais faire ça avec elle dans sa galerie d'art, qui est également une grande artiste aussi, qui fait des sculptures de bonbons. Et, donc je pense qu'on va faire ça aux alentours, peu après le Grand Prix. Et est-ce que vous avez une sensibilité à l'égard de ce qu'on peut considérer comme étant l'art africain? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. Et moi, mon oncle par alliance, c'est Thierry Barbier-Muller, l'épouse de ma tante, la princesse Lucienne Bokassa. Les Barbier-Muller ont prêté une grande partie de leur collection au musée du Quai Branly. Ils sont les premiers collectionneurs d'art africain. D'accord. Ils ont le musée Barbier-Muller à Genève, à Barcelone, à New York. Ok. Et donc, vous, dans votre enfance, pour revenir sur votre éducation, vous avez été entouré de palais, vous avez dit napoléonien. Est-ce que figuraient aussi certaines œuvres africaines? Vous avez découvert l'art africain sur le tard? Oui, il y en a quelques-unes. Moi, je ne me suis pas tout de suite intéressé à l'art africain parce que j'avais un peu peur. Parce que parfois, on me disait que dans certains masques africains, on avait jeté un sort. Je pense qu'on a tous entendu des histoires comme ça. Donc, en gros, je reformule. Quand j'étais plus jeune, ça faisait un peu peur, mais maintenant, bon. Je reformule. À quel moment avez-vous découvert justement ce génie africain qui aussi se manifeste dans l'art? Tardivement, je devais avoir 16 ans ou 17 ans, ça m'a vraiment intéressé. D'accord. Ça va. Oui, 16-17 ans, ça va. Mais par rapport à l'art africain, j'attire votre attention, si je peux avoir votre avis sur... il y a des militants qui, au quotidien, travaillent pour la restitution des œuvres africaines qu'on retrouve dans certains musées. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que la France devrait restituer ses œuvres? Ça, c'est un... Parce que c'est le fruit quand même du pillage, de la colonisation, des massacres. Et c'est quand même les trésors de guerre. Personnellement, moi, je pense que c'est bien de les restituer. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus dans nos pays et qui ont récupéré ça chez des gens sans rien leur demander. Et qui sont venus vendre ça très cher ici. Donc, et sachant que les musées, c'est une manne financière importante pour l'État français, c'est ce qui fait que le tourisme est important. Si demain, ils s'amusent à restituer une partie de ce qu'ils ont pris au Louvre, une partie vous savez, c'est toujours pareil, c'est du racisme. C'est-à-dire que... c'est ça qui nous intéresse, nous, sincèrement. Vos parents, vos grands-parents, quand il y avait ces œuvres-là chez eux, ils voulaient les vendre, leur disaient que ça ne valait rien. Oui. Quand un blanc est venu les prendre chez eux, les a ramenés ici, on a dit adjugé vendu, 2 millions d'euros. C'est dingue quand même. C'est incroyable. Donc tout à coup, l'art africain a flambé ici. Quand c'était chez nous, en Afrique, l'art africain n'a pas flambé. Il avait 0 valeur. Et quand cet art africain a été transporté ici, en Europe, ça avait une valeur de dingue. C'est intéressant quand même. C'est marrant que l'occidental ne se pose pas cette question-là. Bon, on est là et puis même l'africain aussi. Même l'africain, ça veut dire que maintenant que
qui sait ça, c'est-à-dire que dans l'art qu'il propose, dans toutes les œuvres qu'il est capable de faire, bah, au lieu de brader à chaque fois en disant oui, ça coûte que tant, etc., bah, peut-être essayer aussi de valoriser ce qu'il fait en mettant aussi des prix qui correspondent. Parce que sinon, ça va donner, bah non, moi je l'ai acheté à je sais pas, moi 10 €, et après, bah, je le mets parce que nous, on a et on nos va lui propres reprocher. Picasso aussi, Bah on oui. a les artistes et ils ne sont pas cotés de la même façon. C'est vrai. Ils sont cotés 3 fois rien. C'est vrai. Donc quelque part, on a aussi notre part de responsabilité aussi. de valoriser nous-mêmes nos créations et de ne pas nous brader. Ce n'est pas de leur faute, on nous a tellement Donc on revient au rabaissé. complexe d'infériorité, on Il y a revient des à la perception qu'on a de soi-même et à la valorisation de notre propre Là, génie. effectivement, il faut. C'est tout un travail de fond. Il faut prendre son courage à deux mains. Eh bien, justement, en guise de conclusion, si vous me permettez, quel message adresseriez-vous à la jeunesse africaine qui serait susceptible de vous regarder face caméra, s'il vous plaît? Le message, croyez en vous, parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et tout va renaître de l'Afrique. L'Afrique va cartonner. C'est le continent qui va cartonner. L'Europe est saturée, les États-Unis aussi. C'est l'Afrique qui va cartonner. Très bien, je vous remercie. Florie, un message? Ah bah, Oui, là, toujours. pour le coup, moi j'ai pas de message à part suivez ce qu'il vient de dire. Croyez en vous, on n'est pas les derniers, on n'est pas les perdants, on ne sera pas tout le temps ceux qui ne réussissent pas, qui n'y arrivent pas. Bien au contraire, on a toujours été ceux qui ont l'intelligence, ceux qui innovent, ceux qui créent. Et donc croyez en vous, aimez-vous et allons-y. Très bien. Beko? Toujours pareil, hein. Travail, discipline, unité, dignité et courage. Toujours pareil. À titre personnel, message pareil, répété, tuez l'afro-ghetto qui est en vous, cette mentalité de l'autodestruction et de l'impulsivité, cette mentalité de la médiocrité linguistique, du wesh t'as capté, pantalon baissé. Faites jaillir le noble qui est en vous en obéissant à ces 5 valeurs, la maîtrise de soi, le raffinement, la hauteur, la courtoisie et l'élégance, bien évidemment. Voilà les 5 valeurs, la noblesse. On l'a vu avec Jean-Barthélemy Bokassa, ça ne vous oblige pas à vous détacher de vos racines, bien au contraire. Vous pouvez mêler votre africanité avec la noblesse et même lui redonner de la vigueur, le tout avec une détermination à toute épreuve. Les funérailles des tabous, comme vous le voyez, on aborde tout type de sujets, sans pincettes, avec parfois des tensions entre nous. C'est aussi ça le lot de la dialectique, de l'intelligence collective. Tout seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. C'est ensemble avec vous qu'on ira encore plus loin, qu'on atteindra notre objectif grâce à votre support, à votre encouragement, à vos likes, à vos partages, à vos abonnements, mais également aujourd'hui grâce à votre participation financière qui est le prix de notre indépendance. On vous en dira davantage à l'occasion d'une émission qui sera pleinement consacrée, tellement c'est important. Les funérailles des tabous, c'est notre bébé, c'est votre bébé. Le meilleur reste à venir. On vous dit à très bientôt. Chers abonnés, chers frères, chères sœurs, au nom de toute l'équipe des funérailles des tabous, je tiens à vous remercier le plus chaleureusement du monde. Vous avez su répondre présent, et de quelle manière, à notre appel à participation, qui n'était rien d'autre en définitive qu'un appel à contribuer à ce devoir collectif qu'incarne cette émission. Aujourd'hui, nous avons pris conscience qu'il en va de notre liberté, il en va de la stabilité que vous nous apportiez votre contribution. Que ce soit de façon ponctuelle ou de façon mensuelle, elle est et elle restera la bienvenue. Je vous encourage à rester connectés, à rester concentrés et à garder à l'esprit que tout seul, on a beau aller vite, mais c'est ensemble que l'on va loin. Et c'est par-dessus tout ensemble, autour d'une table et en se serrant les coudes, que l'on va loin et haut, là où nous attend notre épanouissement collectif. À très bientôt. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, les funérailles des tabous ne se contentent pas d'être une émission. Elle incarne un hommage vibrant au passé de nos ancêtres afro, une lueur d'espoir pour le présent de nos compatriotes et une sauvegarde cruciale pour l'avenir de nos enfants. Aujourd'hui, nous vous adressons un appel du cœur. Nous devons être les gardiens de notre histoire, les narrateurs de notre propre récit. Les médias traditionnels ne le feront pas pour nous. Ils ne montreront pas la beauté de notre communauté sous sa véritable lumière. C'est à nous, pour nous, que les funérailles des tabous
s'efforce de redonner une voix, une représentation authentique et positive. Nous avons donc besoin de votre soutien financier. C'est une invitation à la mobilisation. C'est en unissant nos forces et en faisant preuve de solidarité financière que nous commencerons à écrire une nouvelle page de notre histoire. Car c'est ensemble que nous construirons un média plus équitable et fidèle à la richesse de notre communauté afro.